tout de suite pour parler de cette trêve. Cette trêve, à peine annoncée, à peine entrée en vigueur, elle n'existe déjà plus en Ukraine. Les bombardements se poursuivent à Barmout, à Kramatorsk, mais aussi à Kourakov. On va regarder aussi des images, évidemment, de ces bombardements et de ces dégâts sur des immeubles d'habitation. Avant de retrouver nos envoyés spéciaux sur place, je voudrais vous faire entendre ce que disent les soldats ukrainiens à Barmout. Mes amis, notre live stream a été interrompu pendant un moment. Certains camarades ne nous permettent pas de le terminer. La situation est difficile. Les Russes ne tiennent pas leurs paroles. Ils tirent tout le temps. Ils essaient d'attaquer, mais pour le moment, rien ne fonctionne. Et je pense que cela va continuer. Vive l'Ukraine! Et on va retrouver sur place nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Morgane Bonnat. On l'a vu dans le témoignage de ces soldats à Barmout. En fait, aujourd'hui, en ce vendredi, c'est une journée comme une autre pour les soldats sur le front. Oui, c'est ça, un jour comme les autres. Tous les soldats que nous avons rencontrés nous le disaient, nous ne pouvons pas avoir confiance en la parole de Poutine. Et donc, ils savaient qu'aujourd'hui, les tirs continueraient. On peut d'ailleurs vous le confirmer, depuis la ville où nous nous trouvons, à environ 25 km de Bakhmout. Nous entendons des tirs qui s'intensifient au fil de l'après-midi. Là, à peu près toutes les 10 minutes, nous entendons des tirs d'artillerie. Les militaires, donc du coup, je vous le disais, s'y attendez, et ce malgré les célébrations de Noël, puisqu'il faut le savoir, ici dans cette ville, beaucoup d'Ukrainiens nous le disent, nous fêtons selon l'ancienne tradition la veillée de Noël. Dans l'église qui se trouve juste derrière moi, se déroule du coup actuellement une messe. Nous avons pu y faire un tour, nous y avons croisé des soldats et de nombreux habitants. Alors certains le célèbrent du coup 2 fois cette année, le 25 et le 6 et 7 janvier. D'autres ont décidé du coup de respecter cette ancienne tradition, et ils nous le disent, c'est un Noël en temps de guerre. Merci Claire Cambier et Morgane Bonnat depuis Konstantinovka, à 25 km de Barmout. Pour comprendre ce qui se joue, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Laurence Saïm. Bonjour. Bonjour. Et bonne année à vous. Bonne année. C'est la première fois qu'on se voit en ce vendredi. Très bonne année, très bon reportage. Merci. Ancienne correspondante aux États-Unis, journaliste spécialiste des questions internationales. Accueillons également avec plaisir le général François Chauvency. Bonjour et bonne année également à vous. Bonne année. Consultant en géopolitique. On retrouve Patrick Martin-Génier, bonjour. Bonne année également, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à l'INALCO. Magali Barthès, on se voit tous les jours, nous, Magali, mais soyez également la bienvenue, spécialiste des questions internationales. Et évidemment, Magali Lunel nous a rejoint parce que vous allez nous parler de ces soldats russes qui, dès le départ, n'avaient pas envie de respecter cette trêve sur le terrain. Dans quelques instants, vous allez tout nous raconter, tout nous dire. Cette trêve ordonnée par Poutine, on a bien vu qu'elle n'aura pas duré 2 heures, sans surprise. Général, j'ai envie de vous dire. Une trêve, ça se négocie à 2. Donc, dès lors qu'il n'y en a qu'un qui décide, il est normal, entre guillemets, que l'autre n'écoute pas ce message. Donc, une trêve sur le terrain, il faut qu'on soit d'accord. Si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Donc, on est plus dans la communication, bien que je penserais volontiers plutôt que ce n'était pas forcément destiné aux Ukrainiens, que c'était plutôt destiné au côté russe, pour dire, voilà, il y a une tradition religieuse à respecter, je vous en donne les moyens pour le faire, ce qui ne voulait pas dire que sur le théâtre des opérations, on n'allait pas se battre. Mais dès lors que déjà l'autre camp n'est pas d'accord ou n'a pas été associé à la prise de décision, ce qui était le plus important, ça ne peut pas aboutir. Maintenant, dernier point, vous avez évoqué, effectivement, on pouvait accuser les Russes d'utiliser cette trêve pour se rééquiper, se renforcer. On y reviendra, Général. On aura toute une partie justement sur la stratégie de Poutine. On prend le temps sur LCI. Vous allez tellement plus vite que moi, Général. Je suis un cavalier, c'est pour ça. C'est pour ça. Laurence, plus sérieusement, on savait que les Ukrainiens avaient rejeté cette paix et ils accusaient Poutine d'hypocrisie. Donc ce non-respect du cessez-le-feu n'est pas surprenant. Non, mais ça veut dire qu'aucun des deux camps ne veut véritablement la paix. Je rejoins tout à fait ce que le général dit. Ça veut dire que les négociations, c'est mais hors de question pour le moment. Et on est de plus en plus dans ce que les Américains commencent à appeler ce conflit gelé. C'est-à-dire ça bouge pas ou ça bouge
mètre par mètre. Et puis, il n'y a aucune concession qui est faite des deux côtés. Et puis, la guerre de communication, il y a un jour, une semaine, quelqu'un, le camp A, qui va dire « c'est moi le gentil de la semaine ». Et puis, la semaine suivante, le camp B dira « ah mais non, c'est pas vous le gentil, c'est moi le gentil parce que j'ai fait ça ». Puis nous, sur les plateaux, on va commenter « alors c'est qui le gentil de la semaine ?» Et puis, en même temps, il y a des bombardements qui vont continuer, il y a le froid qui est là, il y a la population civile en Ukraine qui souffre toujours, qui fait toujours preuve de résistance, mais sur le long terme, on ne voit pas comment et quand ça va finir. Magali. Après la frappe très meurtrière qui a eu lieu le 31 décembre à Makiivka et qui a tué manifestement des dizaines, voire des centaines de soldats russes, Poutine a été extrêmement critiqué, notamment par les plus ultranationalistes, les militaires blogueurs. La population, elle ne bouge pas beaucoup en Russie, mais il est certain que essayer de mettre un écran de fumée sur ce qui s'est passé, de dire quelques jours plus tard, regardez, c'est moi qui tends la main, c'est moi qui suis le faiseur de paix, le garant de la pratique la pratique de Noël pour les chrétiens orthodoxes. C'est une façon aussi de changer, de mettre à l'agenda autre chose, d'effacer cette humiliation qu'a subi Vladimir Poutine et l'armée russe le 31 décembre. C'est un coup politique qu'a tenté Vladimir Poutine. Et en réalité, non. Et ben en fait, peu importe le résultat, j'ai presque envie de dire, moi sur le terrain, parce qu'on savait depuis le début que ce serait, que tout ça était un piège en réalité, comme d'ailleurs l'ont dit immédiatement les Ukrainiens, notamment le conseiller de Zelensky, Podolyak, qui dans la seconde a dit tout ça est un piège, c'est juste un élément de propagande. Mais peu importe finalement si ça tient véritablement ou pas, parce que les Russes, comme ils le font d'ailleurs dès maintenant, peuvent dire « nous, on respecte parfaitement la trêve, ce sont les Ukrainiens qui attaquent ». C'est toujours parole contre parole, mais en fait, ils auront quand même fait passer ce message, en effet, à la population russe, qu'ils font tout pour permettre que la Noël orthodoxe se déroule normalement. Et puis, il y a un autre message qui est peut-être adressé, alors pas à nous occidentaux, mais à tous les pays qui ne se positionnent pas véritablement dans cette guerre et qui, je pense à l'Inde, à la Chine, qui essayent, qui soutiennent tout en ne soutenant pas, enfin qui ont un point de vue, qui essayent de ne pas véritablement se positionner, et qui, voyant ça de loin, voyant que Vladimir Poutine propose une trêve, pourront peut-être se dire, finalement, c'est peut-être les Ukrainiens qui ne veulent pas du tout de la paix. Et ça fait monter quand même une petite musique qui peut être favorable à Vladimir Poutine. C'est en tous les cas ça qu'il essaye de faire. Alors, je voudrais simplement répondre très rapidement. J'ai quand même réécouté les vœux de Vladimir Poutine le 31 décembre. C'était son plus long message à la nation russe, 9 minutes. Et il disait quand même, attention, l'Occident a menti sur la paix, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ce qui est incroyable dans Vladimir Poutine, c'est qu'à la fois le 31 décembre, il a quand même un discours dans ses vœux de « je vais faire la guerre à l'Occident », qui est un discours constant chez les Russes. On est à la fois « je fais la guerre à l'Ukraine », mais aussi sur « je fais la guerre à l'Occident ». Et puis après, une semaine plus tard, « ah mais regardez, c'est moi qui propose la trêve », comme Magali l'a très bien expliqué. Ça lui permet de dire « regardez, je suis le gentil et je fais un effort, et regardez comme ils vont être méchants avec moi, ce qui va me permettre de taper encore plus ». C'est ce qui s'appelle le cercle vicieux. Je dis quelque chose, ils savent très bien que ça ne sera pas respecté. L'autre côté fait quelque chose. Regardez comme ils sont méchants, je vais riposter. Et ça ne s'arrête pas, à moins d'une médiation. Et à l'heure actuelle, ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est le pays, ou le président, ou le pape, ou le secrétaire général des Nations Unies qui est capable de faire une médiation pour leur dire « maintenant, ça suffit ». Et il faut quand même essayer de trouver une solution pour que ce conflit ne se gèle pas. Magali Martin, je voudrais revenir sur un point. On savait que les ultranationalistes russes n'étaient pas favorables à cette trêve, mais est-ce que cette trêve avait l'adhésion du peuple russe? Est-ce que le fait d'avoir dit « je veux un cessez-le-feu pour les fêtes de Noël du point de vue russe », est-ce que ça peut apparaître comme un geste d'humanité apprécié par le peuple russe? C'est en tous les cas, à mon avis, tout le pari de Vladimir Poutine. Parce qu'évidemment, cette fête de Noël, elle est extrêmement importante pour le monde orthodoxe. C'est une façon aussi, non seulement pour les orthodoxes de Russie, mais du reste du monde. C'est aussi de se poser en grand protecteur de la religion orthodoxe.
Vous savez, au moment de Noël, le 25 décembre, il y avait déjà eu des appels à des trêves, justement, pour respecter soit Noël, soit le jour du réveillon. Là, tout ça avait été écarté immédiatement par Vladimir Poutine. S'il choisit de décréter cette trêve de 36 heures le jour, en ce jour du 6 janvier, c'est évidemment pas un hasard. Il se pose quand même comme le grand protecteur de la Russie orthodoxe et au-delà du monde orthodoxe. Patrick Martin-Genier, je rebondis sur ce que Laurence disait sur la guerre de communication, à qui la faute, chacun va se rejeter la responsabilité de ne pas avoir respecté cette trêve. Enfin, on remarque que les Ukrainiens, dès le départ, avaient dit qu'ils n'y croyaient pas, que ceci était une vaste tromperie et une vaste hypocrisie. Je voudrais vous montrer ce que dit le ministère russe de la Défense. Il dit, malgré le respect du cessez-le-feu par le groupe de troupes russes le 6 janvier à partir de midi, heure de Moscou, le régime de Kiev a continué à bombarder les colonies et les positions des troupes russes. Ce n'est pas nous, ce sont les Ukrainiens. Ce sont eux les méchants. Oui, continue cette communication. Oui, c'est un nouvel type de communication, on l'a bien vu. Lorsqu'on voit Vladimir Poutine en train de trinquer avec ses soldats, on n'avait jamais vu ça. C'est une nouvelle politique de communication. Lorsqu'on voit Prigojine, on l'a vu dans l'heure précédente, aller faire office de directeur des ressources humaines de ses troupes, également c'est une nouvelle communication. On voit bien qu'ils sont en situation de faiblesse, mais je ne crois pas du tout un instant à cette trêve. C'est comme les Américains l'ont dit. Le conseiller à la sécurité nationale a dit que c'était d'un extraordinaire cynisme de la part de Vladimir Poutine, qui a dit qu'il n'allait pas respecter de trêve pour effectivement le Noël chrétien et le jour de l'an. Ils ont continué à bombarder. Alors décréter effectivement une sorte de cessez-le-feu qui d'ailleurs n'a pas été respecté sur le terrain pour Noël orthodoxe, effectivement, c'est véritablement cynique et cela ne sera pas respecté. Ce que je pense, ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est qu'en fait, il veut, c'est avec l'accord du patriarche Kirill de Moscou, ils sont en connivence tous les deux. Ils veulent réaffirmer la prédominance de l'Église orthodoxe, alors que l'on sait que le schisme entre l'Église orthodoxe ukrainienne et russe, a commencé depuis des années, notamment depuis le 2018, lorsque le patriarche de Constantinople a décidé d'affranchir ou a demandé à l'Ukraine de s'affranchir de l'orthodoxie russe. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai malaise et qu'il est là en accord avec le patriarche Kirill, qui en effet veut réaffirmer la supériorité de l'Église orthodoxe russe. Magali, on disait cette trêve non respectée n'est pas une surprise. Certains soldats avaient déjà affiché leur volonté de ne pas respecter ce cessez-le-feu. Ah oui, on avait compris que la plupart d'entre eux n'avaient pas du tout apprécié, c'est peu de le dire, cette annonce de cessez-le-feu. On le sait grâce aux 1000 blogueurs, vous venez d'en parler Magali, ces blogueurs militaires, ces correspondants de guerre qui font remonter les infos du terrain. Plusieurs d'entre eux affirment que les soldats sur le front ne voulaient pas entendre parler d'un compromis. Alors, vous avez l'habitude du langage très fleuri des militaires russes, on les entend quelquefois sur notre antenne. Alors, je ne vais pas répéter exactement ce qu'ils disent et je n'ai pas voulu les mettre à l'antenne. Mais en gros, ce qu'ils disent, on préfère tuer tous les Ukrainiens plutôt que de faire une pause de quelques heures. Certains estiment même qu'un cessez-le-feu unilatéral, c'était ni plus ni moins une mise en danger des soldats. Et donc, ils descendent en flèche cette idée de Vladimir Poutine ne mâche pas leurs mots envers le président russe. C'est le cas d'Igor Girkin. On en avait parlé ici. C'est un ancien militaire, un de ceux qui avaient contribué à l'annexion de la Crimée. Voilà ce qu'il dit. Un cessez-le-feu, en gros, il applaudit des deux mains. Regardez. Vladimir Poutine a pris une mesure si courageuse et décisive vers la défaite et la capitulation. La haie applaudit et commence à préparer sa cellule. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les soldats n'ont pas été dupes du tout de cette annonce. Ils ont tout de suite parlé de stratagème. La décision a évidemment peu de chances d'être très populaire, dit l'un de ces 1000 blogueurs, même en dépit des efforts de la propagande officielle en la matière. L'ISW, l'Institut américain de la guerre, vous le savez, a repéré cette colère sur les réseaux sociaux. Il en conclut, l'Institut, le niveau de défiance est tel que ça décrédibilisait dès le départ les volontés de Vladimir Poutine d'apparaître comme le faiseur de paix. Très intéressant ces témoignages que vous nous racontez, Magali. Je rebondis avec vous, Général. Est-ce que c'est positif en termes d'image pour un président russe d'ordonner une trêve qui ne sera pas respectée par ses propres hommes sur le terrain ? Alors, c'est difficile de répondre. Moi, je vais peut-être faire un petit préambule. Allez-y. J'ai quand même le souvenir, avant ces guerres-là, avant les guerres du XXIe siècle, il y avait quand même, on parle beaucoup de la trêve de Noël, et généralement dans des guerres civilisées, si elles peuvent l'être un petit peu, il y avait un moment où il y avait une trêve implicite, où de part et d'autre, on acceptait finalement de ne pas se tuer.
Voilà. Là, ce que l'on voit, c'est que ça ne peut pas exister vu la masse de haine qu'il y a de part et d'autre. Maintenant, le calcul, on est plutôt dans le calcul politique de Poutine. De toute façon, il devait bien se douter, ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est qu'une trêve, ça se fait à deux. Dès lors qu'il n'y a pas eu un contact entre Zelensky et Poutine, comment voulez-vous qu'il y ait une trêve applicable sur le terrain, et que ce soit les soldats de l'un ou les soldats de l'autre, de toute façon, ils ne l'appliqueront pas, d'abord parce qu'ils ne recevront pas les ordres, et puis ils savent bien que ce n'est valable que pour un côté. Et puis quand on est en temps de guerre, on ne laisse pas le terrain comme cela, sous prétexte qu'on nous a dit que politiquement il fallait faire la paix. Temporairement, on continue à se battre. Voilà. Mais je reviens à quelque chose de fondamental. Pour moi, une trêve, ça se fait à deux. Dès lors qu'elle n'a pas eu à deux, elle ne pouvait pas marcher de toute façon.